Congo Avenir. Mboka ya Bakongo. Vous m'entendez? Vous m'entendez mieux? Très bien. Donc, on va commencer comme ça, pour que tout le monde puisse m'entendre, qu'on puisse se comprendre. D'abord, camarades. Allô. C'est ça. Là, vous m'entendez? Tout le monde m'entend? Oui. Voilà, je pense qu'on a réglé le problème de la sonorisation. Je disais, camarades 2. Je vous entends pas. Camarades 2. Je vous entends mieux. Camarades 2. Voilà. Là, vous avez fait vibrer l'auditoire. Encore, je voudrais remercier notre ministre, le recteur également, qui ont bien voulu organiser cette rencontre. C'est une rencontre que je souhaitais étendre dans le cadre des tournées que nous effectuons. Nous avons fait, que ce soit du côté de Bandaka, l'Isla, ainsi que Kisaki, Isco, Kitou, et aujourd'hui, hier c'était à Bandundu, ville, pour venir aujourd'hui m'entretenir avec vous. C'est la deuxième fois. La dernière fois c'était en 2005 que j'ai collé ici l'auditoire. Là-dessus, bon, je comprends que beaucoup n'étaient pas encore nés, hein? N'est-ce pas? Il était là, il était bébé. Il y en a qui étaient là. Qui était là? Alors, vous avez doublé. Ça fait presque 20 ans, hein? N'est-ce pas? Et vous êtes toujours ici. Ça pose un problème. Bien, mais heureux alors de vous revoir. C'était important qu'on puisse venir ici, s'entretenir avec la jeunesse intellectuelle de notre pays, à travers, je dirais, la plus grande université, la plus grande université dans l'ensemble du pays, une des plus âgées d'ailleurs, de l'université, 70 ans, 70 ans.
Donc, ça montre le degré d'expérience qu'il y a dans cette université et l'ancrage au niveau de la classe estudiantine. L'idée de venir ici, c'est pas simplement pour vous parler de la situation du pays, que traverse notre pays, mais c'est également arriver à vous faire prendre conscience de ce que traverse le pays et également peut-être vous demander d'entrevoir, de prendre goût dans ce que nous sommes amenés à faire et dont l'ennemi nous pousse à faire. Le Rwanda que je nomme ici dans notre pays. D'abord, je voudrais revenir sur l'invasion rwandaise. C'est la quatrième fois depuis 1996, avec l'arrivée du régime de M. Kagame. C'est la quatrième fois qu'on est attaqué. On est entouré ici de 9 pays, comme vous savez. On a plus de 9100, 9200 kilomètres de frontières avec 9 pays qui nous entourent. Il y a un seul pays qui continue à nous attaquer systématiquement. 1996, qui a amené le départ du président Mobutu. 1998, 2013, 2022. À un moment donné, il faut qu'on arrive à dire halte. N'est-ce pas? Il faut qu'on arrive à dire tous ensemble non et que c'est fini ces aventures. N'est-ce pas? Le Rwanda nous attaque pourquoi? Et vous ici, les étudiants, la classe, les cadres, vous avez le devoir de vous approprier de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Vous avez le devoir de contribuer à apporter des solutions aussi dans ce qui se passe dans notre pays. Un président américain a dit, si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. N'est-ce pas? Je dis, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est un président américain. Je dis ça pourquoi? Aujourd'hui, notre pays, la RDC, est occupée. La province Nord Kivu, Sud Kivu, nos provinces, où nos frères, nos sœurs sont envahis par l'ennemi. Même si c'est à 2000 km, ce sont nos frères, nos sœurs, nos mamans qui aujourd'hui sont violés, sont pillés, sont tués. Des jeunes comme vous, et vous suivez dans les réseaux, sont massacrés par les troupes rwandaises. Vous le voyez, n'est-ce pas? Et ça, c'est inacceptable. S'ils veulent tuer, qu'ils tuent chez eux. Même si c'est inacceptable, mais qu'ils ne tuent pas chez nous. Et je dis, il nous appartient à tous de nous lever comme un seul homme. Qu'on ne l'aime, qu'on ne l'aime pas, il est le chef de l'État. Il y a eu des élections dans ce pays, n'est-ce pas? Oui. Nous avons tous contribué, tous participé. Et beaucoup de leaders dans ce pays. C'est ça qui a fait la force et la crédibilité également du président pour qu'il puisse être élu à plus de 74%, n'est-ce pas?
Personne n'a contesté ça, sauf les gens de mauvaise foi, qui sont d'ailleurs insignifiants. On est dans un système démocratique. Moi que vous voyez, en 1998, j'avais décidé de prendre des armes contre un pouvoir dictatorial, le pouvoir de l'AFDL, qui nous avait déjà amené ici la colonisation rwandaise. Peut-être vous étiez jeune, peut-être vous n'étiez pas né, mais d'autres, à mon avis, étaient ici, ont connu ça ou pas? Vous n'avez pas vu ici les Rwandais, les troupes rwandaises ici dans cette ville diriger le pays? Mais si vous ne savez pas, il faut demander aux parents qui vous expliquent ce qui s'est passé ici. Les troupes rwandaises étaient ici. Le chef d'état-major des forces armées congolaises, vous imaginez l'humiliation qu'on a subie ici, en nous imposant, en acceptant par un monsieur qu'ils ont pris et mis à la tête de ce pays de dire que l'armée congolaise, la grande armée congolaise, est dirigée par un Rwandais. Est-ce que ce n'est pas un signe de mépris qu'ils ont vis-à-vis de nous? Tous les services de sécurité étaient entre les mains des Rwandais. C'est à ce moment-là qu'a commencé la désarticulation de notre armée nationale. Et ça a été fait sciemment. Cette désarticulation a été faite sciemment. Est arrivé le pouvoir de l'AFDL, suivi du pouvoir du PPRD, qui est le prolongement de l'AFDL. C'est un changement de nom, qui a simplement eu comme objectif de détruire notre armée et de vendre le pays. Vous suivez les réseaux. Vous avez suivi le ministre Zangi. Vous l'avez suivi? Vous n'avez pas suivi? Regardez ce qu'il a dit, les vérités qu'il a dit. Vous allez comprendre dans quelle situation nous étions avant l'arrivée de notre chef d'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui s'est levé pour dire je vais mettre en priorité défendre les intérêts du Congo et défendre les intérêts du peuple congolais. Et c'est pour ça qu'on s'est mis derrière lui. Et que nous avons tous, les leaders de ce pays, bougé pour le faire élire grâce à la population. Parce qu'il est contre une chose, le pillage de ce pays. Malgré dès qu'il est arrivé, il a ouvert, dans le cadre de la diplomatie, la coopération avec tous les pays environnants. Mais certains ne l'ont pas compris et ont cru qu'il pouvait le poignarder dans son dos. Et c'est pour ça que je l'apprécie, le président de la République. Il s'est levé, il a dit non. Aujourd'hui, on peut avoir des différends entre nous, nous les Congolais. On est issus de plusieurs partis. Mais nous avons le devoir d'abord, aujourd'hui, plus que hier, d'être tous unis, de laisser tous nos différends de côté. Qu'on soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre du pays, on est tous Congolais, n'est-ce pas? Oui. Et ça, personne ne peut nous l'empêcher de parler le même langage. L'unité de notre pays va faire face à l'envahisseur, dont le seul objectif est d'organiser le pillage de notre pays. Je suppose que vous suivez les décisions qui sont prises à l'étranger. Ce n'est plus un secret aujourd'hui. Vous le suivez? Oui. Lorsque le Parlement européen
a décidé de suspendre des accords qui avaient été faits pour organiser l'extraction de nos mines, comme si ça regardait le Rwanda. Si le Rwanda a des mines, qu'il le fasse chez lui. Mais nous savons ce qui se passe chez nous, avec nos mines, l'or, le coltan, la cassitérite. C'est ça l'objectif de cette guerre. Tout ce qu'on vous dit là, oh les FDLR, le problème des ethnies, il y a des ethnies ici, parmi les plus de 450, qui sont encore plus minoritaires que certaines ethnies qu'on parle là. Même dans le Sud Kivu. Non, le seul problème que nous avons ici, c'est la richesse de nos sols et de notre sous-sol. Mais ça appartient au Congo. Le Congo aux Congolais, le Rwanda aux Rwandais, l'Ouganda aux Ougandais, le Burundi aux Burundais, et ainsi de suite. N'est-ce pas? Et si nous avons des problèmes chez nous au Congo, qu'on nous laisse régler les problèmes entre nous les Congolais. Et que personne, aucun voisin ne peut prétendre venir régler les problèmes propres aux Congolais. Et ça ne leur donne pas le droit de mettre leur armée chez nous pour tuer nos frères, nos fils, nos sœurs, nos parents, chez nous, dans notre pays. C'est pour ça qu'il faut que la jeunesse, tout entière, parce que vous êtes l'avenir du pays. Nous, dans quelques années, nous espérons le plus loin possible, nous ne serons plus là. Mais c'est à vous qu'on va laisser ce pays. Et vous devez comprendre dès aujourd'hui les enjeux qu'il y a dans notre pays. Et vous devez vous préparer à ça, à défendre toujours notre pays, nos populations. Je le disais, il faut qu'on laisse les différends de côté. Si l'opposition, lequel le président de la République, samedi, a lancé un appel pour tendre la main, c'est pas parce qu'il a un problème, c'est parce qu'en tant que père de la nation, il a dit aujourd'hui, une partie de notre pays est envahie par des troupes étrangères, le Rwanda. Mettons-nous tous ensemble pour parler d'une seule voix et bouter dehors, que ce soit par des voies diplomatiques, des voies politiques ou toute autre voie, l'ennemi dehors, qu'il rentre chez lui. À la suite de ça, quand nous aurons réglé cette question, et nous allons la régler, je vous demande de faire confiance au chef de l'État. Nous savons ce qu'il est en train de faire, politiquement, diplomatiquement et même militairement. Nous savons. Je vous dis, faites-lui confiance. Il est dans le bon. Nous, peuple congolais, les partis politiques, acceptez la main tendue du chef de l'État. S'il a tendu, c'est pour parler du pays, de nos terres qui sont envahies, de nos frères, de nos sœurs qui sont aujourd'hui sous l'occupation des troupes rwandaises. Qu'on ne vous trompe pas. Moi, j'ai été ministre de la Défense. Nous savons exactement contre qui nous nous battions. Nous avons des instruments technologiques qui permettent de voir ce qui se passe sur tout le territoire. Nous avons les photos des troupes qui sont devant et qui sont engagées devant nos troupes. Vous ne pouvez pas vous tromper. La tenue
des forces rwandaises, complètes, les armes utilisées. Ce sont bien des troupes rwandaises. D'ailleurs, ce n'est plus un secret puisque même les Nations Unies l'ont condamné et a demandé le départ de toutes ces troupes. N'est-ce pas? Oui. Donc ce n'est pas ce que nous inventons, c'est ce que nous disons depuis des mois. Mais aujourd'hui, ils ont eu le courage de le dire aussi. Les preuves sont là. Donc je dis, quand le président de la République lance et tend sa main, c'est pour d'abord réunir tous les Congolais face à cette invasion, parce que ça nous concerne tous. Ce qui se passe à Bukavu ou à Goma, que ce soit à Rutshuru ou Masisi, Nyiragongo, au niveau du Sud Kivu. Mais ce sont des scènes aujourd'hui que parfois on n'ose même pas regarder. Mais on tue, on massacre. Ce qui se passe là-bas, si nous ne nous levons pas comme un seul homme derrière le commandant suprême des armées, et que nous n'envoyons pas tous un message aux envahisseurs que non, 3 fois non, nous ne voulons pas d'une invasion et nous ne voulons pas que vous continuez à rester sur notre territoire. Vous risquez demain, comme certains sont en train de le dire, de trouver les Rwandais ici. Mais vous aurez que les yeux pour pleurer. Parce que vous croyez que ce qui se passe, le comportement qu'ils ont là, ils ne vont pas l'avoir ici. Mais on a déjà vécu ça ici. Ça ne nous a pas suffi. On ne peut pas laisser continuer, là, sur nos territoires, à accepter les massacres qui sont en train d'être perpétrés par les forces rwandaises. Nous sommes ici dans notre pays plus de 80 millions. On parle même, on attend l'identification des populations, mais on parle même de 100 millions. Mais si nous tous ici, nous nous levons pour dire non à cette invasion, et que nous n'accepterons pas cette invasion, et que nous mettrons tout en œuvre, je pense que dans cette grande force, le Rwanda aura compris qu'il doit arrêter son aventure au niveau de la RDC. N'est-ce pas? Nous devons laisser nos différends de côté et regarder dans une même direction. Celle que le chef de l'État nous a montrée. Parce que c'est grâce à cette union que nous allons nous renforcer de l'intérieur, mettre en place nos stratégies communes pour bouter dehors l'ennemi. Vous me suivez? Oui. Quand on aura terminé ça, on n'a pas dit que tout le monde doit rentrer dans le même parti, non? Chacun retrouvera sa vie. Et on ne demande pas de nous aliéner de nos partis politiques. On demande de nous unir sur une même idée, une seule idée. La défense de la patrie. Une seule idée. Nous mettre tous derrière nos forces armées. C'est ça l'idée de ce que le président de la République a lancé. Je pense que vous l'avez suivi samedi. Oui. Vous l'avez tout suivi? Oui. Vous n'avez pas suivi? Ça, c'est incroyable, ça. Mais les réseaux sociaux, ça ne fonctionne pas. Ok. Mais la majorité a suivi et je suis sûr. Vous n'avez pas suivi? Donc, il faut remettre ça à la télévision. On va le dire au ministre de la Communication. On va lui envoyer le message. Si à l'heure où nous sommes ici, nous entend, on va lui demander ça. C'était un message qui était important. Très important. En résumé, le président de la République veut l'union de tout le peuple, l'union de la classe politique, de la société civile,
derrière un projet de nous unir pour mettre dehors l'ennemi. Deuxièmement, pour qu'on soutienne nos forces armées. Après, je vais vous dire comment on peut le faire. Parce que ce pays, il nous appartient. Il vous appartient. Nous tous qui sommes ici, nous sommes concernés. Je ne vais pas rentrer dans le programme du président de la République pour le développement de ce pays. Il faut que rapidement, on sorte l'ennemi et qu'on puisse continuer, je veux dire, la marche du développement dans notre pays. Là-dessus, une des raisons principales pour lesquelles je voulais vous voir, je vous remercie d'être présents et très nombreux, je parlais de nos forces armées. Nos forces armées, je peux vous dire, je peux vous témoigner, ce sont des vaillants soldats. Ce sont des soldats redoutables. Aujourd'hui, dans ce que nous vivons, causé par l'envahisseur, il faut nous préparer à défendre notre pays, notre territoire. Et ce n'est pas les étrangers qui vont venir se battre ou mourir pour nous. Vous me suivez? C'est nous-mêmes qui devons faire le sacrifice. Même le sacrifice suprême, si ça peut apporter la paix dans le pays, et puis cette paix peut apporter le développement de notre peuple. Et c'est pour ça que le chef de l'État a lancé, il y a un mois, comme mot d'ordre, la mobilisation générale de la population derrière les FARDC et le recrutement général de la jeunesse. Pourquoi la jeunesse? Et je vais vous parler du métier des armes, je vais en arriver. C'est la jeunesse qui a la force physique de pouvoir mener les combats sur le terrain. Et nous sommes un peuple qui est tellement grand, vaste, diversifié, que nous pouvons rassembler même 1 million de militaires dans ce pays. N'est-ce pas? Nous sommes presque 100 millions. Le salaire. Mais le président de la République, j'ai suivi. Si. La solde, le président a parlé de l'augmentation considérable. Vous le saurez, je ne suis pas le porte-parole de l'armée, membre du gouvernement, mais je l'ai entendu. Et même au niveau de le mot d'adresse que le président de la République a tenu samedi, il a parlé de primes énormes, considérables pour tous les militaires qui sont au front. Alors, vous savez, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'il a s'agi de défendre la patrie, les militaires que j'avais recrutés en 1998 jusqu'en 2003, vous croyez qu'ils étaient payés? Je vais vous dire, ce qui les animait, c'était le sens patriotique, de pouvoir d'abord défendre la nation. Et aujourd'hui, vous devez absolument intégrer le fait que nous risquons de ne plus avoir de pays. La solde, elle existe. Elle va être sérieusement améliorée. Ça, ce sont les dires du président de la République, le commandant suprême. Mais je dois vous dire qu'au-delà de ça, c'est pour ça que je dis que ce sont des vaillants militaires. Malgré ça, ils sont sur la ligne de front, dans les collines, dans les montagnes, dans les tranchées.
C'est pour ça que nous devons les soutenir. Parce que si eux n'étaient pas là, mais l'ennemi pourrait déjà arriver ici. Mais ils le font pourquoi? Par patriotisme. Parce qu'ils ne peuvent pas laisser, en tant qu'hommes, femmes, le terrain à nos ennemis pour venir prendre le pays et l'annexer au Rwanda. Parce que ce qui se prépare, c'est ça. Vous entendez parler de balkanisation, balkanisation, balkanisation. Ça ne vient pas par hasard. C'est le projet qu'ils ont aujourd'hui. C'est le projet qu'ils ont aujourd'hui, c'est mettre une marionnette ici et ensuite organiser la balkanisation du pays. Je vous le dis, retenez, ça n'arrivera pas, mais c'est ce qui est dans leur tête. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Vous comprenez? Est-ce qu'on peut laisser faire ça? C'est pour ça qu'on doit tous se lever pour bloquer ce projet. Je vais maintenant approcher. Pour arriver à stopper, à bloquer, c'est pour ça qu'on s'adresse, le président de la République s'adresse à la jeunesse, le fer de lance de notre pays, l'avenir de demain, c'est de pouvoir soutenir notre armée, les FARDC, mais également intégrer l'armée. Et je vais vous dire pourquoi je suis spécialement venu ici. Parce que ici, c'est la crème de la jeunesse. Comme d'autres universités aussi, vous retrouvez la crème de la jeunesse. Je ne vais pas citer toute l'université, Kisangani, Lubumbashi, Bukavu, Goma, enfin, dans tout le pays. La première plus grande université ici. Et le message, j'espère, passera dans les autres universités. L'armée a besoin aussi de cadres, de ce qu'on appelle des officiers. Parce que le rôle d'une armée, c'est de pouvoir sécuriser le territoire, sécuriser les frontières, sécuriser les biens et les personnes. Ce ne sont pas des robots, ce sont des êtres humains qui le font. On a besoin de ce qu'on appelle les troupes, les fantassins, l'infanterie. Mais on a besoin de cadres qui dirigent les troupes, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je viens vers vous, la jeunesse estudiantine, qui étudie, qui analyse. Si vous ne vous levez pas, comme un seul homme, toutes les recrues qui sont en train de se passer, je pense que vous suivez ça au moins, dans tous les territoires, beaucoup de recrues sont aujourd'hui dans les aéroports, en train d'attendre les avions pour être évacués, n'est-ce pas? Mais une armée est organisée. Elle est organisée comment? Elle est organisée parce qu'elle est structurée. L'armée, c'est une pyramide. Ça répond à une logique de l'ordre et de la discipline. L'armée a une politique de défense. Vous avez les défenses civiles qui sont la police et les défenses militaires qui sont l'armée. Là-dessus, vous avez parfois aussi, dans certaines situations, la conjonction des deux. Lorsqu'il y a des débordements au niveau de la police, les militaires interviennent. Ça, c'est la politique de la défense. Où je veux en arriver, ça c'est le commandant suprême, vous le connaissez bien sûr. Le commandant suprême, vous ne connaissez pas? Voilà, vous êtes en train de raconter des histoires. Voilà, ça c'est l'organigramme de l'armée. Dans l'organigramme de l'armée, vous avez
ce qu'on a mis au-dessus, le commandant suprême, le président de la République, le commandant suprême de l'armée et de la police nationale. En dessous de ça, vous avez le ministre de la Défense. En dessous du ministre de la Défense, vous avez l'état-major général, le chef d'état-major général, n'est-ce pas? À côté, en dessous du chef d'état-major général, vous avez ce que vous comprenez, les forces. La force terrestre, la force aérienne, la force navale. À côté de ça, vous avez ce que, dans notre organisation, dans notre politique de défense, vous avez les zones de défense. Nous avons 3 zones de défense ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que maman et le ministre nous a dit que vous allez intégrer maintenant des cours au niveau de la défense, mais nous avons des zones de défense, 3 grandes zones de défense réparties sur tout le territoire avec des commandants, un état-major là-dessus, qui contrôle les zones de défense, qui contrôle l'ensemble, qui a le commandement de l'ensemble, tant des forces qui sont présentes sur la zone de défense, aérienne, terrestre que navale. C'est ça que vous voyez, ZDEF. Ensuite, à côté de ça, vous avez les corps, les différents corps qui aident l'armée. C'est la logistique que vous avez le génie militaire, vous avez le service médical pour la santé, vous avez les corps de transmission. Les corps de transmission, c'est tout un corps entier. Le service médical également, c'est tout un corps qui est dispersé dans toutes les unités. La logistique également suit toute une intégration, que ça vienne de l'état-major général qui est redistribué dans toutes les brigades, dans tous les bataillons. Ensuite, vous avez le corps de transmission. C'est les transmissions qui se font par voie de radio, par voie de communication. Ça aussi, c'est toute une direction au niveau de l'armée. Et puis, vous avez bien sûr la question du social au niveau qu'on appelle le CECAS, et puis vous avez les services de communication au niveau de l'armée que vous entendez de temps en temps, il y a des porte-paroles. En dessous de ça, vous avez encore les aumôniers, ça existe, vous entendez parler des aumôniers, et vous avez aussi toute une série d'écoles militaires. Et je vais arriver à cette structure d'école militaire pour pouvoir vous donner le goût d'intégrer l'armée. Vous dites Amen. Vous êtes d'accord? Bon, on va y arriver. Je crois que tout le monde a compris un peu. J'ai été très simple. Mais c'est peut-être à l'intérieur qu'on pourrait rentrer, mais ça, on va laisser ça aux spécialistes, tel que maman m'a dit, ministre, les cours vont commencer. Mais c'est ça la structure de l'armée qui repose sur un commandement. C'est ce qu'on appelle le principe du commandement unique au niveau de l'armée. C'est ça qui fait son efficacité. Quand le commandant suprême donne des ordres, c'est réparti directement au niveau des zones, au niveau des régions militaires, au niveau des commandants des différentes forces aériennes, si c'est l'aérien, terrestre et naval. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'interarmée. D'accord? Ok. On continue. Oui, c'est le même tableau. La force terrestre, c'est la force la plus importante. Je ne néglige pas la force navale, qui joue un rôle important. Ou bien la force aérienne, qui est une force de soutien, d'appui pour le transport des militaires, le transport des équipements, le transport des munitions. Elle peut également agir aussi lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, pour pouvoir aider, que ce soit la Croix-Rouge, pour les médecins. Elle joue également ce rôle. On a des avions au niveau de la force aérienne. Mais la force terrestre, c'est la force qui contient le plus grand nombre d'éléments là-dessus. Parce que c'est elle qui est mobilisée sur le terrain. C'est cette force terrestre. C'est l'organigramme aussi. Chaque force, que ce soit la force aérienne, la force terrestre, la force navale, répond aussi au principe de l'unicité de commandement. Les ordres qui sont donnés par le commandant suprême au commandant de la force terrestre sont répartis immédiatement au niveau géographique et au niveau des différents responsables. Je voulais vous dire que notre pays, je le disais tout à l'heure, est entouré de 9 pays.
Les plus grands pays, nous le partageons en nombre de kilomètres. Il y a le Congo, la République du Congo. Il y a également la République d'Angola. Vous avez plus de entre 2400 et 2500 kilomètres. Mais le plus petit pays où nous partageons 217 kilomètres, c'est ce pays qui nous rend chaque fois. Hein? Comment? Ah, j'ai compris. J'ai compris. C'est celui-là qui nous embête le plus. Voilà l'ensemble de notre pays. La superficie, vous la connaissez. Et le total de la circonférence de notre pays, 9165 km. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des zones de défense. Il y en a 3. Mais en dessous de ça, vous avez ce qu'on... Allô. En dessous de ça, vous m'entendez? Vous m'entendez? En dessous de ça, au niveau de la zone des zones de défense, des 3 zones de défense, ce sont des zones, comme dit, des entités territoriales qui sont là avec un commandement, un état-major, mais qui contrôlent en dessous d'elles ce qu'on appelle également des régions militaires. Et ces régions militaires, ce sont elles qui disposent des forces. Lorsque le commandant suprême donne des instructions, ça va jusqu'au niveau des régions militaires, et c'est les régions militaires maintenant qui actionnent les forces. C'est là-dedans, c'est pour ça que vous voyez au niveau de la doctrine de la défense, nous avons 3 niveaux, et un des niveaux, c'est le niveau au niveau tactique, c'est au niveau des régions militaires, là-dessus. Et c'est ce qu'on appelle également, dans la doctrine militaire, les unités de défense principale, à ce niveau-là. Et vous avez nous avons 10 régions militaires, qui sont généralement basées sur les anciennes provinces que nous avions à l'époque. La répartition se fait plus ou moins à ce niveau-là. Je ne rentre pas dans les détails, vous verrez ça à un moment donné. Alors, c'est ça ce que j'appelais les zones de défense. Et puis, en dessous des zones de défense, nous avons les régions militaires. Bon, les doctrines, les 3 échelons de doctrine, parce qu'on demande les doctrines de la défense. Vous avez donc les unités de couverture. Là-dessus, les unités de couverture, ce sont les unités, lorsque un pays est attaqué, ce sont les unités qui vont contenir l'ennemi dans un premier temps. C'est elle aussi qui va donner le renseignement sur l'ennemi, pour dire qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il veut faire, quelles sont ses intentions. Ensuite, vous avez l'échelon qui est l'échelon de l'unité de réaction rapide, qui sont les forces navales, aériennes, terrestres, qui commencent à engager les combats avec, bien sûr, l'aviation, avec maintenant les unités de combat, les brigades de réaction rapide. Et on passe aussi ensuite au niveau des unités de défense principales, qui sont les blindés, les armes lourdes, les unités d'appui. Je ne rentre pas le détail, mais voilà un peu ce qu'on appelle la doctrine de la défense que nous avons au niveau des échelons. Alors, ça, je voulais vous montrer ça, parce que ça va vous concerner. Lorsque vous allez accepter de pouvoir rentrer dans l'armée, n'est-ce pas? La première étape sera quoi? Ici, le recteur, maman ministre m'a dit, vous avez une unité de sécurité ici, je crois. Oui? C'est là qu'il faudra s'inscrire. L'unité de sécurité. Vous allez mettre vos noms, parce que vous voulez rentrer dans l'armée. C'est là que vos listes vont être remises au chef d'état-major général. On va vous faire passer des tests médicaux pour voir que vous êtes en bonne santé et valide. Après ça, on va vous guider. On va vous guider au niveau de ce qu'on appelle les centres d'instruction. Et nous avons différents centres d'instruction dans le pays, là-dessus, et même aussi des centres d'entraînement. Je vais vous le montrer, je vais revenir. Voilà.
Ici, vous avez les centres qu'on appelle centres d'instruction et les centres d'entraînement. Vous avez au niveau de, bien sûr ici à Kinshasa, vous avez Kimombango et d'autres. Vous avez également Banzangungu ici pour les blindés, pour ceux qui voudront aller à un moment donné arriver à parfaire leur éducation, leur entraînement sur les blindés à Banzangungu. On a Kitona qui est un très bon centre ici au niveau du Congo central. Nous avons Kamina aussi. Nous avons Kananga qui est surtout réputé pour l'école de formation des officiers. Vous connaissez? Voilà. Vous avez également du côté de Kisangani, nous avons des centres tels que le centre de ça me revient là. Baouma et Lukusa, voilà. Baouma, Lukusa, là, deux centres là-bas. Moura également du côté de Katanga, du côté de Likasi, nous avons aussi des centres. Nous avons des centres dans tout Kotakoli également. Vous avez connu également là-dessus aussi. Il y a plusieurs centres sur lesquels vous pouvez être dirigé pour aller suivre le centre, pour aller suivre l'instruction. Alors, pourquoi on a besoin de cadres? Parce que au niveau de l'armée, après avoir parlé de la première colonne, ce sont tous les centres que nous avons d'instruction et d'entraînement, mais on a également ce qu'on appelle des académies militaires qui sont là pour former également nos futurs officiers et sous-officiers. Nous avons également ce qu'on appelle le groupement des écoles militaires. C'est toute une structure. Parce que je vous disais dans l'organigramme que nous avons ce qu'on appelle le groupement des écoles militaires. Il y a un chef d'état-major en général qui s'occupe de l'ensemble des écoles que nous avons. Et elles sont réparties en différentes branches. Et par exemple, dans la branche du groupement des écoles militaires intégrées, vous avez des différentes écoles qui forment par exemple l'administration, des futurs administrateurs au niveau de l'armée, qui forment également, parce que je n'arrive pas à lire ici, mais j'ai ça ici, qui forment les PM, la police militaire, qui forment également les personnes qui vont faire des exercices physiques ou sportifs, qui forment également des musiciens, ça existe, qui forment des agents de renseignement, c'est très important. Le renseignement militaire, lorsque vous l'avez, c'est 50% de la bataille qui est gagnée. Donc les agents de renseignement, et ce sont des personnes qui doivent suivre une formation très approfondie. Surtout, dans le renseignement, vous avez des personnes qui collectent l'information et d'autres qui analysent l'information et d'autres qui le transforment en renseignement, c'est-à-dire nous avons des éléments sûrs là-dessus. C'est toute une spécialité. C'est pour ça qu'on a besoin de votre expertise. Vous, la jeunesse, vous, les cadres, vous, les universitaires. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ça demande un haut niveau, je veux dire, de connaissance, d'analyse et de stratégie. Vous avez également l'école des langues, que vous voyez là-dessus, les écoles de sous-officiers que nous avons, les écoles également d'officiers, des écoles qui vont organiser aussi, vous apprendre la transmission, c'est-à-dire tous les messages, comment les messages doivent être codés, doivent être transmis codés au niveau de toutes les unités. Sur ça, le génie militaire que vous entendez, qui construisent également là-dessus, pas simplement pour l'armée, mais également ils peuvent intervenir au niveau aussi des travaux, d'infrastructures au niveau du pays. Vous avez ce que vous entendez, des écoles de guerre, même ici à Kinshasa. Nous avons des écoles de guerre ici, des écoles d'administration militaire. Nous avons également au plus haut niveau, lorsque vous franchissez toutes les étapes, nous avons le commandement des états-majors. Là, c'est pour les gradés qui arrivent. Et puis, vous avez le commandement des brevetés d'état-major. Vous avez une grande ici école de formation, le CHEST. C'est également une école qui forme également des cadres au niveau du commandement militaire. Tout ça, c'est pour vous dire que vous pouvez être bien guidé au niveau de l'armée. Ce n'est pas que vous arrivez pour vous demander mais qu'est-ce qu'on fait, non. Après la formation que vous avez, si vous quittez ici,
Vous irez certainement à Kiso, d'autres iront à Kananga, d'autres iront ici du côté de Akitona, d'autres ici sur place, d'autres du côté de Kamina, d'autres du côté de Moura. Mais au niveau des officiers, la formation peut aller au niveau de Kananga également. Kitona aussi forme, Moura aussi forme. Voilà, ça c'est pour vous donner un éventail et j'espère pour vous donner goût à rentrer dans l'armée. N'est-ce pas? Voilà. J'espère que vous m'avez compris. Voilà. Donc, je ne voulais pas rentrer dans le détail, parce que ce sont des cours qui durent parfois, ou même parfois au niveau des... Pour sortir sous-officier au niveau de Kananga, vous pouvez faire même 9 mois, même 1 an et demi parfois. Donc vous voyez la matière que vous allez avoir. Avant de terminer, je voulais encore une fois vous répéter et vous dire que nous avons besoin de vous. Le pays a besoin de vous. Nous recrutons des fantassins, l'infanterie, mais elle doit être commandée. Quand vous allez sortir de là, vous serez des commandants de section, des commandants de peloton, qui est le niveau, l'échelle au-dessus, commandant de compagnie, commandant de bataillon, commandant de brigade. Pas quand vous allez sortir, bien sûr, mais au fur et à mesure, vous allez gravir les échelons. Donc, on a besoin de vous pour commander les unités, pour appuyer les unités, parce qu'il y avait également des écoles d'artillerie aussi, qui demandent des efforts, des formations très poussées. Parce que ce que vous voyez dans les télévisions, etc., ça, bon, on vous apprend à tirer avec une AK-47. Mais après ça, on appelle ça les armes d'appui. Quand on passe aux mortiers, les petits mortiers 60, les mortiers 82, les mortiers 120, lorsque nous avons des missiles, lorsque nous avons des bombes qui vont jusqu'à 6 km, d'autres qui vont jusqu'à 40 km, ce qu'on appelle les 122 mm. Tout ça, ça s'apprend. C'est ça qu'on appelle également l'école d'artillerie. Donc, il faut que nous ayons des cadres pour encadrer bien sûr nos troupes, mais également pour aider, appuyer nos troupes. Nous avons également des écoles aussi au niveau de la force aérienne. Parce que le président de la République est en train de, comme on dit, monter en puissance l'armée. Nous avons des avions qui sont des avions de chasse. Nous avons également, et ce n'est pas un secret, des drones aussi. Ça demande, ce sont des spécialités qui demandent un enseignement, une formation très poussée et très méticuleuse. Je vous dis, cette armée n'a jamais été aussi bien dotée depuis l'arrivée de notre président. Je pense que c'est une armée qui est une des mieux dotées, je pense, d'Afrique. Parce que les blindés, nous les avons. Les troupes, nous les avons. Il nous faut renforcer, bien sûr, c'est pour ça qu'on demande un grand rassemblement et un grand soutien à nos parts d'essai et un recrutement important. Mais on ne peut pas avoir des troupes sans chef, n'est-ce pas? Et les chefs, il n'y a pas 36 solutions, il faut les prendre, oui, par ceux qui ont aussi l'expérience sur le terrain, mais ça va beaucoup plus facilement aussi à travers vous qui avez la capacité intellectuelle de très vite comprendre et intégrer ce qui nous manque et comment encadrer nos troupes. Vous me suivez? Oui. Voilà. Je pense que j'ai été assez long comme ça. Je ne sais pas si on donne la parole à tout le monde, je crois qu'on ne va pas sortir d'ici. Je pense que j'ai été clair, n'est-ce pas? Oui. Qu'on n'a rien à rajouter. Tout ce que je souhaite. Des questions? Alors, combien de questions? 5 10 Bon, 10 questions alors. Alors, venez ici, on va vous donner le micro. Oui. Ok. Y a-t-il... Vous levez le doigt, restez là où vous êtes, s'il vous plaît. Nous allons procéder dans l'ordre. Nous allons procéder dans l'ordre, s'il vous plaît. Vous levez le doigt, on vous choisit et vous posez votre question. Vous donnez d'abord votre nom, votre faculté et vous posez la question.
levez le doigt. Les questions féminines sont aussi encouragées. Voilà. Qui veut prendre la parole? Ok, allez-y, posez votre question. Soyez concis, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à tous. En fait, j'ai tenu premièrement à remercier... Je tenais à remercier son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, pour avoir réveillé en nous ce sens de patriotisme en fait. Ma question se base du fait que pour gagner une guerre militaire en fait, il faut qu'on puisse en même temps développer des stratégies claires. Il faut qu'on puisse en même temps développer des stratégies claires, de forces compétentes, un soutien logistique et populaire, ainsi qu'une diplomatie efficace. Alors, ma question se base sur le point de vue logistique. Quelles sont les initiatives qu'a mis en place le gouvernement pour soutenir le développement des drones et des technologies de surveillance afin de renforcer la sécurité de notre pays? Mais aussi soyons tolérants s'il vous plaît. Au-delà de faire un appel du sens de patriotisme pour nous qui sommes étudiants et jeunes, nous allons rappeler une chose, c'est que le patriotisme ne consiste pas seulement à appeler les jeunes, mais aussi que les autorités de notre pays puissent accepter de réduire les trains de vie de leurs familles ainsi que leurs salaires. Donc ma question se base sur le point logistique. Quelles sont les initiatives que le gouvernement a mis en place pour développer les drones, mais aussi d'autres technologies de surveillance afin de renforcer la sécurité de nos frontières? Merci. Merci beaucoup. Bien, on va se mettre d'accord. Je vais écouter toutes les questions et je vais répondre une fois pour toutes. D'accord? Mais il y a une chose que vous devez savoir. Ne me demandez pas de rentrer. Cette question que vous voulez poser là-bas, je ne répondrai pas pourquoi. Vous pensez quand même pas que je veux dire ici publiquement la logistique que le gouvernement, l'État, que le chef de l'État a mis à la disposition de l'armée? Est-ce que vraiment vous voulez qu'on dise à l'armée, à nos ennemis ce que nous avons? Ça ne se fait pas. On appelle ça le domaine du secret défense. Merci beaucoup. Nous avons... Oui, monsieur, vous avez une question? Vous donnez votre nom, la faculté et vous posez une seule question, s'il vous plaît. Une seule question. Soyez concis. Merci pour la question. Je suis M. Makio Moliongo Exaucé, délégué facultaire adjoint dans la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, le département des relations internationales. Et alors, ma question est celle-ci. Parlons déjà de la formation. Est-ce que l'armée congolaise a des formateurs? Car nous attendons que nous recourons aux pays occidentaux pour notre formation. Alors, pensez-vous que cela n'affecte pas les secrets que doit avoir notre armée? C'est ça ma seule question. Merci. Attendez. Oui, monsieur, vous donnez votre nom, la faculté et vous posez une seule question. Soyez bref. Merci. Je suis Christian Zapu, faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Alors, ma préoccupation est centralisée sur base du speech de... Il a parlé des problèmes interpersonnels, c'est-à-dire des problèmes qui surgissent ici en République démocratique du Congo. Mais j'aimerais savoir le rôle que jouent les groupes armés étrangers dans la dynamique de violence à l'est de la RDC. C'est ça ma question.
Ça fait 3 questions. Nous prenons une 4e. Nous prenons la question d'une fille. Nous encourageons les questions féminines aussi. Madame, posez votre question. Nous allons continuer. OK. Soyez bref. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je m'appelle Ninette Immaculée Ndayakabea. Je suis la déléguée facultaire de la faculté des lettres et sciences humaines. Ma question est celle-ci. Quelles sont les opportunités spécifiques offertes aux femmes dans l'armée pendant cette crise et comment puis-je m'engager activement pour soutenir mes camarades et servir mon pays de manière efficace? Oui, ça vous allez prendre. Oui, monsieur, allons-y. Merci beaucoup pour la parole. Je m'appelle Raphaël Otepa, le délégué facultaire des sciences économiques et de gestion de l'Université de Kinshasa. Son Excellence, cette guerre, elle est aussi économique. En tant qu'économiste, ma question est celle de savoir, en cette période de guerre, comment le gouvernement envisage de gérer les ressources humaines? Merci beaucoup. Oui, parole à la fille. Madame, le nom et la question. Merci de la parole. Moi, c'est Mbombo Chiyombo Aimé, étudiante de la faculté de l'agronomie. J'ai des questions. La première, comment nous les jeunes, nous pouvons nous engager à aider notre armée sans toutefois intégrer? Parce que bien sûr, tout le monde ne peut pas aller dans l'armée, tout le monde ne peut pas devenir militaire. Mais s'il y a des moyens d'aider notre armée, vous pouvez nous le dire et nous allons soutenir notre armée. Et la deuxième question, c'est que si le Rwanda nous a attaqués 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et que nous allons quand même les repousser, qu'est-ce qui nous prouve que le Rwanda ne va pas encore faire la même chose pour la 5e fois? Et y a-t-il des mesures qu'on va prendre pour éviter que ces mêmes situations se reprennent dans notre pays? Merci pour la question. Nous allons remettre la parole à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, pour apporter des éléments de réponse. Ils peuvent continuer. Je vais prendre toutes les questions. Je les prends, je les note. Okay. Et je vais répondre. Ok. Merci beaucoup, Excellence, pour votre... Oui. Merci beaucoup pour le droit du verbe. Monsieur le recteur, je vous dis, je vous salue. Monsieur le vice-premier, je vous salue. Madame la ministre. Ma question est de savoir, c'est bien beau qu'aujourd'hui nous puissions avoir une classe militaire et issue de la classe estudiantine. Mais ma question est vraiment favorable pour vous, monsieur le ministre. Est-ce que vous avez calculé le risque? Parce que vous êtes un précédent dans la matière de guerre. Vous connaissez quelles sont les réalités que vous avez fait face quand vous étiez au moment de la guerre, dans votre lutte. Et est-ce que vous avez calculé le risque pour nous étudiants aujourd'hui si nous disons d'aller au front? Il y a toujours les mêmes méthodes qui se font parce que le problème, le même cause produit toujours le même effet. Nous voyons qu'aujourd'hui, le rebelle est en train de s'immiscer dans notre armée. Mais vous nous demandez d'aller nous enrôler, mais le problème, vous n'avez pas encore éradié cela. Est-ce que ça va nous conviendre, nous étudiants, aujourd'hui, d'aller à l'armée? Je ne sais pas si vous avez d'autres idées. Et puis, vous avez encore dit, soyez bref, s'il vous plaît. On vous a demandé d'être bref. Allez droit au but. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Vous nous avez dit que votre venue à l'université de Kinshasa, c'est pour obtenir de cadres dans l'armée congolaise. Mais la question que je me pose, si j'essaie un peu de renverser ce syllogisme, pendant tout ce temps, il n'y avait pas de cadres dans l'armée congolaise. Aujourd'hui, dans les rapports qui sont donnés, il y a beaucoup de recrues femmes. Il faut un minimum de 18 ans pour entrer, être pris dans l'armée. C'est ce que la loi dit. 18 ans, la majorité, pour pouvoir intégrer l'armée. 18 ans ou plus, bien sûr.
là-dessus. Alors, une maman disait ici, comment intégrer l'armée, non, comment aider l'armée sans l'intégrer. Je vous disais exemple. Vous avez ici dans le pays, l'ennemi, il peut être partout. Mais si vous avez le renseignement de dire attention à nos services, j'ai trouvé une situation qui n'est pas claire. J'ai vu des personnes en train de comploter. C'est votre devoir de pouvoir informer immédiatement les services de renseignement, tant civils que militaires. C'est une manière aussi aujourd'hui, en temps de guerre, de pouvoir aider l'armée. Parce que l'ennemi est sous différentes formes. Et nous devons être vigilants. Il peut aussi être parmi nous. Parce que comme je vous le disais, lorsque vous avez le renseignement, c'est 50% de la bataille gagnée. L'infiltration de l'ennemi peut également faire que l'ennemi dit « Je vais envoyer ces agents dans des localités, dans des villes, pour donner l'information, mais dites-nous combien de militaires il y a là-bas, où est-ce qu'ils sont positionnés, où est-ce qu'ils sont stationnés. » C'est ça le renseignement. Mais si vous l'avez, l'information que tiens, vous avez repéré quelqu'un qui a un rôle qui n'est pas clair dans ce qu'il fait, il faut le dénoncer au niveau des agents de renseignement, tant militaires que civils. Vous m'avez suivi? Oui. Voilà une manière de pouvoir... Oui, maman. Maman ministre veut compléter. Est-ce qu'il y a un micro pour maman ministre? Donnez un peu le micro. Donnez ça. Donnez le micro. Camarade D. Camarade D. Est-ce que vous savez que vous constituez une armée? Est-ce que vous le savez? La semaine passée, quand j'étais à la conférence avec la ministre des Droits humains, j'avais exhorté un certain nombre de vos camarades en disant que les 12 apôtres, ils n'étaient que 12, mais ils ont apporté la bonne nouvelle à l'extrémité, donc aux différentes extrémités du monde. Et le monde a reçu la bonne nouvelle. Et regardez le nombre qu'il y a dans cette salle. Donc, vous avez les stylos, vous avez vos téléphones, donc vous pouvez constituer une armée numérique. En même temps, vous avez des familles. Vous constituez des armées de relais communautaires. Donc, vous pouvez faire passer des messages. En revenant sur les informations que vous pouvez amener auprès des services dans vos quartiers. Donc, vous êtes vraiment des bataillons. C'est aussi une façon de servir, même si vous n'êtes pas engagé dans l'armée. Merci. Voilà. Merci. Alors, je pense que c'est notre maman qui posait la question, qui nous dit que lorsque nous aurons terminé de mettre l'ennemi, bouter l'ennemi hors de notre territoire, qui nous dit qu'il ne va pas revenir puisque c'est la 4e fois. Mais c'est justement pour ça qu'il faut aujourd'hui, plus que hier, une mobilisation générale pour constituer une armée dissuasive. Et en constituant cette armée dissuasive, l'ennemi comprendra que cette fois-ci, lorsque cet ennemi sera là, encore, il ne pourra pas rentrer. Vous m'avez suivi? Oui. Mais c'est parce que nous allons nous organiser ici. Ici, pas simplement à Kinshasa, mais partout dans le pays. Et j'insiste là-dessus, il faut que, et c'est l'objectif du commandant suprême, c'est qu'il y ait une grande armée, une armée dissuasive, qui protège nos frontières, qui protège la population et ses biens. Vous m'avez suivi? Pourquoi les jeunes doivent intégrer l'armée? Vous voulez que les vieux intègrent l'armée? Est-ce que vous êtes intelligent? C'est quand même pas clair. Mais les vieux sont à tous les niveaux.
Mais ceux qui vont marcher pendant 20-30 km par jour, C'est pas possible. est-ce que la jeunesse n'a pas plus de facilité? Et en même temps en portant 20 kilos sur son dos d'armes et de munitions. Mais je dis, si vous voulez que le vieux entre, il y a ce qu'on appelle dans l'armée les réservistes, l'armée de réserve. Ça aussi, c'est une manière de pouvoir aider et servir l'armée. D'accord? On nous a demandé pourquoi les cadres d'aujourd'hui. Alors peut-être je me suis mal expliqué. C'est parce qu'on a besoin de personnel pour diriger ensuite, appuyer, soigner, renseigner, appuyer avec des armes. Tout ça, ça s'apprend. Et vous êtes, en tant qu'intellectuels, des personnes qui ont la capacité de rapidement d'apprendre et ensuite de diriger les unités qui seront mises à votre disposition. Vous m'avez suivi? C'est pour ça qu'on a besoin de cadres. Je l'ai dit, la condition d'éligibilité, c'est 18 ans et être en bonne santé, là-dessus. Le travail que le chef de l'État est en train de faire avec les membres du gouvernement et d'autres, des conseillers et d'autres personnes aussi, il y a des approches politiques, il y a des approches diplomatiques, il y a des approches militaires. Et la diplomatie fait également son chemin et aide également à pouvoir aussi parfois trouver des solutions au niveau de la guerre. Quelqu'un a dit, mais je suis finaliste. Comment je vais faire les deux? Mais si vous êtes finaliste, ça veut dire dans 2-3 mois, vous aurez terminé, c'est ça? Dans quelques mois. Laissons terminer les finalistes. Mais il y a d'autres qui peuvent dire, bon, je vais rentrer dans l'armée, je vais bouter l'ennemi dehors, et après ça, je me demanderai une mise en disponibilité pour terminer mon année. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent se faire et qui se font là-dessus. Si vraiment on a l'amour et on est patriotique, ça peut se faire également. Alors, tout le monde est appelé à intégrer l'armée. Il n'y a pas d'enfants privilégiés ou enfants spéciaux. Celui qui se sent prêt à pouvoir y aller, il y va. L'armée, encore chez nous, n'est pas obligatoire. Je dis simplement, je n'ai aucun problème. Si, que ce soit les autorités, que ce ne soit pas les autorités, ceux qui ont besoin de pouvoir rentrer dans l'armée, qui se sentent forts, ils y vont, ils rentrent dans l'armée. C'est un devoir patriotique. C'est comme ici, je ne peux pas faire comme on fait là-bas, ramasser tout le monde et dire, maintenant, on vous envoie dans l'armée. Vous serez ceux qui ne seront pas d'accord sont les premiers à fuir. Donc quand on rentre dans l'armée, on est conscient qu'on va pour apporter son sang et apporter, je veux dire, son expérience dans l'armée. Mais on n'a pas demandé à qui que ce soit d'obliger. Si nos enfants veulent rentrer dans l'armée, il n'y a personne qui va les refuser. N'est-ce pas? Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Oui. Je vous remercie d'ailleurs d'être venus nombreux. J'espère que vous m'avez bien compris. Merci beaucoup, Excellence. Vous avez été satisfait. Et j'espère que vous allez vous inscrire nombreux au niveau des facultés en général. Je sais que maman ministre de l'enseignement supérieur est là et qu'elle a mis un cadre qui va nous amener l'inscription de nos différents étudiants, qui seront, tous ces listes seront mis au niveau de l'état-major général et les personnes seront dirigées dans tous les centres que je vous ai expliqués, d'instruction dans les écoles de formation militaire, dans les académies militaires. Tout ça est organisé et les formateurs vous attendent. Ils sont nombreux, nombreux, nombreux. Je vous remercie une fois de plus et j'espère à bientôt. Est-ce qu'on peut applaudir encore plus fort son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, s'il vous plaît? Avant de clôturer notre programme, j'invite Monsieur le coordonnateur des étudiants de l'Université de Kinshasa qui a un petit mot à l'occasion de cette mobilisation patriotique. Monsieur le coordonnateur, vous pouvez vous rapprocher.
avant de dire le moindre mot, j'aimerais bien exprimer cet engouement de tous les étudiants de l'université de Kinshasa, la plus grande, de recevoir un grand homme du pays aujourd'hui. Je tiens à préciser que ce grand homme a été vice-président de la République démocratique du Congo et aujourd'hui, il continue à servir la nation. Je vous demande, chers camarades étudiants, de l'ovationner encore une fois de plus. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Son Excellence, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lemba, Excellence, Monsieur le recteur de l'université de Kinshasa, Madame et Messieurs, membres du comité de gestion de l'université de Kinshasa, camarades étudiants, distingués invités, en vos titres et qualités respectives, bonjour. L'histoire de notre pays s'est toujours écrite par l'engagement de sa jeunesse. Aujourd'hui, nous, étudiants de l'université de Kinshasa, la première et la plus prestigieuse du pays, affirmons haut et fort notre volonté de défendre les idéaux de la République et de répondre à l'appel du devoir national tant prôné par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Auguste Assemblée, le patriotisme n'est pas un slogan, c'est un engagement. Lorsque la patrie interpelle, nous nous lèvons, pas comme spectateurs, mais comme acteurs de notre avenir. Oui, la République démocratique du Congo a besoin de ses fils et ses filles, a besoin de nous étudiants. Et par conséquent, je dirais, ainsi pour finir en ce jour inoubliable, que nous sommes la force vive de ces pays. Et je conjure à la jeunesse, étant étudiant, représentant des étudiants de l'université de Kinshasa, je déclare sans réserve et haut et fort notre adhésion aux valeurs des disciplines, d'honneur et de loyauté à la patrie. Et je conjure à toute la communauté estudiantine de répondre à cette mobilisation des forces armées de la République démocratique du Congo. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'université de Kinshasa, que vive la coordination estudiantine et la jeunesse étudiantine qui est en face de moi. Je vous remercie. Nous sommes arrivés à la fin de notre cérémonie de mobilisation pour un engagement patriotique. Je vous invite donc à vous lever pour l'exécution des hymnes. D'abord, l'hymne de l'université de Kinshasa et ensuite l'hymne national de la RDC. Science,
Merci beaucoup. Nous allons sortir dans l'ordre. Nous allons permettre d'abord aux autorités de sortir. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports, ainsi que Son Excellence, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Monsieur le Recteur, les membres du comité de gestion et les professeurs. Et ensuite, les étudiants. Nous demandons donc aux camarades étudiants de rester d'abord dans la salle pour... le protocole va vous rejoindre et va s'occuper de vous. Merci. Congo Avenir.